Tempête meurtrière sur le nord-ouest, au moins 6 morts en France, 23 morts en Angleterre. L'assassinat du docteur Péchard, le commanditaire présumé, est un conseiller municipal de Marseille, le docteur Gallo. Enquête 19-20, à l'heure des bouleversements à l'Est, Radio Free Europe n'a pas l'intention de fermer. Ava Gardner est morte, l'actrice américaine s'est éteinte à 67 ans, aujourd'hui à Londres. Bonsoir, et oui, la star est morte, Ava Gardner a disparu, nous l'avons appris à 19 h. Nous reviendrons bien sûr sur la vie tumultueuse de Ava Gardner avec Henri Chapier qui va nous rejoindre tout à l'heure au cours de ce journal. Mais tout d'abord, la situation à Marseille où nous allons retrouver en direct Robert Vigouroux, le maire de la ville. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous l'avons fait pour que vous réagissiez à la triste actualité qui secoue votre ville et votre équipe municipale. Le commanditaire de l'assassinat du docteur Péchard, tué le 16 janvier, serait en effet un autre médecin, le docteur Gallo. Particularité, la victime et le coupable présumé étaient tous les deux membres du conseil municipal de votre conseil. Robert Vigouroux. Oui, c'est à la ville de Marseille que je pense. C'est un crime de droit commun, en dehors de la politique, en dehors de la municipalité, mais je suis bien conscient de ce qui se passe, de ce qui peut rejaillir sur Marseille, et je pense surtout aux Marseillais et aux Marseillaises. Alors Robert Vigouroux, je vous propose, avant de reprendre notre entretien, de faire un rappel des faits pour nos téléspectateurs avec Nathalie Darigrand. Une balance, un tueur et un commanditaire, l'affaire Péchard a décidément la couleur d'un thriller, mais aussi des eaux troubles. La balance, Marcel Long, trafiquant de drogue connu. Il prend peur en se reconnaissant sur les portraits robots et dénonce. Le tueur, un truand, Robert Memoli, le commanditaire, un politique, Armand Gallo, médecin et conseiller municipal de Marseille. Affaire facile pour les policiers, presque trop facile. Armand Gallo aurait affirmé que Jean-Jacques Péchard lui devait de l'argent, 400 000 francs, un mobile bien mince pour un tel contrat dont l'exécution suscite aussi des questions. Marcel Long, encore lui, est entré dans le restaurant peu avant le meurtre de Péchard. Son attitude est alors si troublante qu'elle marque des témoins, d'où les portraits robots. Difficile ce soir de lancer des affirmations, donc des accusations. Tout dépend en fait de l'attitude d'Armand Gallo qui devrait demain être déféré au parquet de Marseille. Robert Vigouroux, vous avez entendu notre consoeur, un mobile bien mince, dit-elle. Vous avez vous-même parlé de crime de droit commun. À votre avis, la raison de ce crime? Je ne connais pas la raison. La police a agi très rapidement, efficacement. Maintenant, c'est à la justice. Effectivement, je conçois mal un tel mobile. Je me demande, comme tout un chacun, s'il n'y a pas autre chose. Bien, tentons, avant de poursuivre, de cerner la personnalité du docteur Armand Gallo. Gabriel Brisset, de notre station de Marseille, fait son portrait. Qui enlève ses lunettes, Armand Gallo, un médecin de 42 ans. Aux dernières municipales, Armand Gallo est élu sur les listes majorité Marseille. Il devient conseiller d'arrondissement du 7e secteur, ce secteur même où le maire n'était autre que le docteur Péchard. Pour Armand Gallo, ce mandat au sein d'une équipe municipale n'est pas une première. Il avait déjà siégé à l'hôtel de ville entre 83 et 89 sous la bannière du RPR. Il était venu à la politique dans le sillage de Hyacinthe Santeny. C'est ici, à la clinique des Roches-Claires, dans les quartiers nord de Marseille, qu'Armand Gallo exerce en partie sa profession de médecin généraliste. Une clinique dont on avait beaucoup parlé il y a quelques mois à l'occasion de l'affaire Chouraki. Armand Gallo n'exerce pas que dans cette clinique. Il exerce aussi dans un cabinet qu'il partage avec son frère dans le quartier du Canet, d'où il est originaire. Reste le mobile. Ce matin, on reste perplexe. Une dette de 400 000 francs semble un mobile bien mince. Faut-il alors fouiller plus en avant dans ce monde décidément bien obscurci des cliniques privées à Marseille? Et l'on revient sur la raison, tout le monde en doute. Je crois qu'il faut le reconnaître franchement, monsieur le maire. Oui, on parle de clinique, d'une histoire de clinique. Cela n'est pas de la gestion du maire de Marseille. Je ne suis informé que comme les autres par les médias, par les journaux, les radios, les télés. Je dois dire que nous avons un bon corps médical à Marseille, de bons chirurgiens, de bons médecins, de bons spécialistes, dans les hôpitaux, également dans des cliniques privées. Cette affaire des cliniques, d'un certain nombre de cliniques, je n'en sais pas plus que vous. Est-ce que vous connaissez bien monsieur Gallo? Non. Je veux dire personnellement, il est de votre équipe, mais est-ce que vous le connaissez bien personnellement? Monsieur Gallo, est-ce qu'il est capable de faire ça?
M. Gallo était conseiller d'arrondissement, effectivement, il avait été RPR, il avait changé d'avis. Je ne le connais pas personnellement, il s'était engagé politiquement pour une certaine gestion de la ville de Marseille. Je n'en sais pas plus. Je retrouve un article du Point sur vous, monsieur Robert Vigouroux, qui date de 1986. Robert Vigouroux n'est pas homme de combine, ce qui fait figure de rareté à Marseille. Il apparaît comme un recours moral. Est-ce que vous n'êtes pas atteint par tout ce qui se passe dans votre ville et dans votre équipe municipale? Non, l'équipe n'est pas atteinte. C'est Marseille, les faits sont les faits, on doit les reconnaître. Mais vous savez, il y a beaucoup d'actions positives aussi à Marseille. Nous n'avons pas le ruban bleu de la criminalité à Marseille. Je crois que des statistiques vont bientôt paraître qui le prouveront. Ce n'est pas à moi d'en parler. Il y a des travailleurs à Marseille. Il y a toute une population qui est là pour que cette ville prospère. Mais il y a ceux aussi qui n'ont pas de travail. C'est à eux que je pense en particulier. C'est pour eux que nous travaillons. C'est pour cette ville. Alors, je suis un petit peu choqué, bien sûr par ce qui s'est passé, mais aussi par un certain nombre de réactions purement politiciennes qui cherchent à se servir d'un événement dramatique pour des fins qui ne sont pas, d'un point de vue éthique, qui ne sont pas correctes. Monsieur Vigouroux, vous n'avez sans doute pas vu notre dessin de BAP qui est paru à l'antenne, sans doute un peu sévère. Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction sur la ville, non? Il n'y a pas de malédiction, ça fait 26 siècles qu'on vit. Il n'y a pas de malédiction sur une ville qui, au travers d'événements difficiles, a vécu pendant 26 siècles. Merci, monsieur Vigouroux, pour ces précisions sur ce qui se passe dans votre ville. Les spécialistes de la météo ne se sont pas trompés, j'allais dire malheureusement. La tempête annoncée hier s'est bel et bien produite aujourd'hui sur les côtes de la Manche et elle a été meurtrière. Nous rejoignons en direct de Rouen Marc Saïkili. Oui, Paul, en Normandie, les vents soufflent avec des pointes de 140 km/h depuis 13 heures. 13 heures à laquelle la cheminée de ventilation de la tranche 1 de Paluel s'est en partie écroulée sur le toit du bâtiment des auxiliaires nucléaires. La tranche a été immédiatement arrêtée, bien sûr. Il n'y a pas de victimes et selon la direction, pas de conséquences pour la sûreté nucléaire. Et à 16 heures, le ferry assurant la liaison Dieppe-Newhaven lançait un appel de détresse. Actuellement, il serait à l'abri des côtes dieppoises. À Rouen, les sapeurs-pompiers ont reçu des milliers d'appels et effectué plus de 300 sorties. À Bon Secours, dans la banlieue rouennaise, d'énormes blocs de la basilique, classés monuments historiques, se sont écroulés. À Aumale, un camion s'est renversé et le conducteur est mort. À Fécamp, le relais TDF penche dangereusement. En tout cas, on ne compte plus les toitures arrachées et les hangars écroulés. Le trafic SNCF est perturbé en raison des arbres qui sont tombés sur les voies. Et depuis 17 heures, c'est le pont de Tancarville qui est bloqué. Alors sur place, au Havre, on retrouve Olivier Levasseur. Dès ce matin, les premières rafales activaient dangereusement la mer. Des creux de plus de 4 mètres et les traditionnelles vagues qui viennent se fracasser contre les digues. Les derniers chalutiers qui s'étaient hasardés rentraient quant à eux précipitamment au port. La tempête allait connaître son paroxysme un peu plus tard, en début d'après-midi. Les sirènes de véhicules de pompiers commençaient alors leur ronde incessante, les rafales atteignant quelquefois 130 km/h ici sur la côte. Bien moins qu'à l'intérieur, puisque sur la route du Havre, la direction du pont de Tancarville décidait de stopper toute circulation sur ce pont après que 2 véhicules, un semi-remorque et une camionnette, se soient couchés. La gendarmerie déviait alors camions et voitures. Sur le pont, les rafales atteignaient 180 km/h. Le vent a subi de fortes pointes vers 15h, 15h30 et il était absolument impossible de tenir debout sur le pont et même les véhicules risquaient de faire des embardées. Donc il a été jugé indispensable de couper complètement la circulation. Et voilà, et selon la météo, les vents souffleront encore jusqu'au milieu de la nuit. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, Paul. Merci. Merci Marc d'être intervenu en direct de Rouen. Michel Touré nous donnera à 19h57 d'autres précisions et d'autres prévisions sur cette tempête. Tous les amis de Malik Oussekine ont défilé aujourd'hui au palais de justice. Ils ont permis aux jurés de mieux connaître la personnalité du jeune homme, frappé à mort par 2 policiers dont le procès a commencé lundi. Procès suivi par Élise Lucet.
Toute l'après-midi, le souvenir de Malik Oussekine a plané sur la salle d'audience. Ses frères, ses sœurs, ses amis, un prêtre et ses professeurs se sont succédés à la barre pour évoquer sa personnalité. La première à témoigner, sa sœur, Sarah, 26 ans. On était comme tous les enfants, on jouait, on se chamaillait, c'était quelqu'un de très calme, très tranquille, jamais agressif. Oui, Monsieur le Président, il avait une activité tout à fait normale. Il faisait du sport, du judo, du basket. Il était très brillant à l'école. Alors vous comprenez, je ne l'ai jamais considéré comme quelqu'un d'handicapé, jamais. La politique, nous sommes une famille très ouverte, très tolérante. Malik s'est même inscrit au RPR, mais c'était juste pour voir, pour comprendre. Vous savez, il était même plutôt conservateur, toujours en costume-cravate, et puis très concerné par la religion. Il avait rencontré un prêtre à l'hôpital, ça l'avait beaucoup marqué. La salle d'audience écoute, très attentive. Tout à coup, la voix de Sarah s'étrangle, brisée par l'émotion. Elle fixe Schmitt et Garcia. Pour moi, c'est vous qui l'avez tabassé à mort. Alors ne me regardez pas dans les yeux. J'aimerais bien savoir pourquoi vous vous êtes acharné sur lui. Ce qui est arrivé est tellement injuste, c'est un coup de poignard dans le dos. Le massacre de Timișoara en Roumanie, qui avait horrifié le monde entier, a-t-il été commis, comme on l'a dit à l'époque, par la police secrète de Ceausescu? Ça n'est pas sûr. Les témoignages recueillis par RTL Allemagne permettent d'en douter. Il est possible que les révolutionnaires aient en fait monté toute une mise en scène en sortant des cadavres de l'Institut médico-légal de la ville. Philippe Pister nous en dit plus. 22 décembre au soir, en plein cœur de la révolte à Bucarest. En direct de la télévision roumaine, les télés du monde entier découvrent ces images horribles. Le charnier. Ces cadavres recousus nous sont alors présentés comme les dernières victimes des bourreaux de la Securitate. Image terrible qui achève de bouleverser le monde. Ce bébé, nous dit-on, torturé avec sa mère. Un mois plus tard, la vérité apparaît tout autre. C'est là qu'était enterré le petit enfant, déclare ce médecin légiste de l'Institut médico-légal de Timișoara. Ce n'était pas sa mère. Nous l'avons autopsiée, elle est morte d'intoxication alcoolique. Autre témoignage, cette infirmière du service des autopsies. Le 22 décembre, j'étais au charnier. J'ai essayé d'expliquer que ces morts provenaient de mon hôpital. C'est cet homme sur la photo qui a tout organisé. On ne m'a pas cru, tout le monde a répété ce qu'il disait alors que c'était faux. Bref, une macabre mise en scène. Il ne s'agit pas de mettre en doute la réalité de la cruauté de la dictature Ceausescu, reste une manipulation qui ternit un peu plus l'authenticité de certains événements de la révolte roumaine. Les téléspectateurs du monde entier qui avaient suivi avec émotion les événements de Roumanie avaient tous été impressionnés, et nous aussi, par le rôle que la télévision roumaine avait joué à l'époque. Il n'est évidemment pas question de nier le courage des hommes et des femmes de Roumanie qui ne voulaient plus de la dictature. Il est permis tout de même de se poser des questions sur le pouvoir de l'image, qui peut être bénéfique dans certains cas, mais aussi pervers dans d'autres cas. Cela devrait nous inciter nous-mêmes à nous interroger sur notre métier de journaliste à la télévision. En Azerbaïdjan, les nationalistes continuent de résister aux soldats soviétiques. Hier soir, l'armée rouge a dû dégager au canon le port de Bakou en tirant sur les pétroliers qui bloquaient les accès. Le point sur la situation avec Hélène Rizacher. Écoutez le peuple du Grand Azerbaïdjan, donnez la liberté à l'Azerbaïdjan. Deuil, pleurs et fleurs pour leurs morts, les Azéris manifestent aussi leur détermination nationaliste. Si Gorbatchev veut un deuxième Afghanistan, il l'aura en Azerbaïdjan. C'est ce qu'a dit tout à l'heure à Moscou Ektebar Mamedov, l'un des dirigeants du Front populaire d'Azerbaïdjan. Les nationalistes azéris veulent soumettre l'indépendance de leur république à un référendum. Pour eux, si l'armée soviétique ne se retire pas, la guérilla sera inévitable. Malgré une centaine d'arrestations, l'armée a du mal à maintenir le calme dans Bakou. Régulièrement, les soldats en patrouille sont attaqués par des commandos d'Azéris à moto qui les mitraillent et s'enfuient. La guerre des partisans s'installe, écrit le quotidien du gouvernement Les Izvestia. Bakou reste paralysé par la grève générale. Le Parti communiste a dû se réunir cette nuit par crainte des manifestations à Bakou. Cette session extraordinaire a décidé le limogeage du secrétaire général du PC d'Azerbaïdjan, remplacé par le Premier ministre de la République. Moscou cherche à éviter l'enlisement du conflit et le PC d'Azerbaïdjan aurait entrepris des négociations avec le Front populaire azéri. Les pays occidentaux suivent évidemment avec attention ce qui se passe en Azerbaïdjan et en Europe de l'Est. Les États-Unis surtout, qui sont à la fois ravis d'assister à la fin mouvementée du communisme, mais qui sont peut-être aussi perturbés. Ils avaient fait comme d'autres de l'anticommunisme un fonds de commerce florissant.
Comment dans ces conditions vivent-ils ce changement? Laurence Piquet et son équipe ont tenté de le savoir en se rendant à Munich, dans 2 radios américaines destinées aux pays de l'Est. Reportage. Dans cette section azérie, 500 coups de fil reçus chaque jour d'Azerbaïdjan. La population raconte l'horreur des affrontements avec l'armée soviétique à ce journaliste. Ce matin, lors de la conférence de rédaction, priorité donnée à Bakou. Question, faut-il comparer l'Azerbaïdjan à l'Afghanistan? Réponse, non. L'accent sera mis sur la réaction de Washington et sur l'avenir de Gorbatchev. Radio Svoboda, Radio Liberty propose ce soir à ses auditeurs de nombreux témoignages et une interview de Kasparov. 1950, Radio Free Europe, Radio Liberty sont créés par la CIA. Croisade pour la liberté, combat contre le communisme avec les dollars de la vérité. 2 radios que l'on s'est acharné à brouiller à l'Est jusqu'à l'année dernière. Radio Liberty est reçue à présent par toute l'URSS, Radio Free Europe par 5 autres pays de l'Est. Total de l'audience, grâce à cet émetteur à Munich, plus de 60 millions de personnes. Une station bunker encore protégée par un mur d'enceinte. Mesure de sécurité toujours stricte après un attentat à la bombe en 1981. Aujourd'hui, Radio Free Europe, Radio Liberty mettent l'accent sur l'objectivité de ces journalistes. Le cordon ombilical avec la CIA est coupé depuis près de 20 ans. Le Congrès américain finance, certes, mais c'est au nom du droit de tous à l'information. La diffusion se fait en 23 langues. Nous n'intervenons pas, nous ne nous substituons pas aux facteurs décisionnels roumains, nous nous bornons à relater, à commenter, à analyser, à comparer. Ici, dans la section roumaine, arrivent chaque jour 300 lettres de mécontentement face au pouvoir politique. Autant dire que le travail de la station est loin de s'achever. Nous pensons que notre principal travail aujourd'hui, c'est bien sûr la diffusion de l'information pour la population. Mais au-delà, il faut aider aussi cette population à mettre en place la démocratie dans ce secteur. À Munich, l'existence de Radio Free Europe, Radio Liberty n'est donc pas menacée dans les prochaines années. La preuve, 2 bureaux viennent d'ouvrir, l'un à Budapest, l'autre à Varsovie. Une bonne nouvelle, baisse du chômage en 1989, mais une bonne nouvelle qu'il faut relativiser. C'est Michel Rocard qui le dit lui-même. Le recul du chômage est insuffisant, estime le Premier ministre. Les précisions de Henri Laurey. La France comptait un peu plus de 2,5 millions de chômeurs au 31 décembre 1989. Une statistique officielle fondée sur les demandeurs d'emploi inscrits à la NPE. D'une année l'autre, ces chiffres traduisent une amélioration de 2,1% en chiffres corrigés des variations saisonnières, ce qui correspond à 60 000 chômeurs de moins qu'à fin 88. Amélioration aussi au plan des créations, avec 230 000 emplois nouveaux. Un bilan qui peut paraître satisfaisant, mais qui demeure insuffisant. La France occupe toujours un rang modeste dans la CE, avec 9,4% de sa population active à la recherche d'un emploi. Quant au chômage longue durée, il s'aggrave et dure en moyenne 362 jours. L'intérim, en revanche, est en plein boom. Jean-Marc Pitt nous résume les autres événements de la journée. L'instruction de l'affaire Paul Touvier ne sera pas un monopole lyonnais. Ainsi en a décidé la Cour de cassation. Le 30 novembre dernier, une requête lui avait été présentée pour joindre les 2 dossiers de l'ancien chef de la milice lyonnaise devant le tribunal de Lyon. Au cas échéant, et si le bon fonctionnement de la justice l'exigeait, le juge d'instruction parisien hériterait de l'ensemble. Un bruit qui court, c'était pourtant une affaire qui marchait bien. Cette société de franchise du Var proposait aux commerçants le lancement publicitaire de leur magasin et un stock de gadgets et d'accessoires de mode. Aujourd'hui, elle se révèle être une vaste escroquerie. Elle accuse un gouffre de 120 millions de francs. 200 gérants sont victimes de cette banqueroute. Alors que la grève des urgences était remplacée dans de nombreuses régions par celle des soins, les internes et chefs de clinique de Toulouse ont testé une nouvelle forme d'action. Ils ont proposé des consultations gratuites sous un chapiteau, installé place du Capitole, en plein centre-ville. Et même si la toile de tente avait tout d'un cirque, les médecins ne sont pas passés pour des clowns. Ava Gardner, la grande dame de Hollywood des années 40 et 50, Henri Chapier me dira si je dis une bêtise tout à l'heure,
est morte. L'ancienne épouse de Frank Sinatra avait 68 ans. Dominique Poncet retrace sa carrière. They are tearing me to pieces. I was just hanging on till I could get here to the hammock on the veranda over the rainforest and the Stillwater beach. Elle avait quitté That's all that la can pull me thérapie through. rêvant de devenir secrétaire. Le hasard l'avait conduit à Hollywood et c'est là que Louis B. Mayer l'avait remarqué et engagé en 1941 à $50 par semaine. De pannes insignifiantes en second rôle, elle avait fini par devenir star. En 1952, Les Neiges du Kilimandjaro avait été son premier film en tête d'affiche. D'autres chefs-d'œuvre devaient suivre, dont La Comtesse aux pieds nus, Les 55 jours de Pékin et La Nuit d'Iguane. Mais cette femme, qui avait eu 3 maris successifs, Mickey Rooney, Artichaut et Frank Sinatra, n'avait en fait jamais connu le bonheur. Elle disait « J'ai été victime de mon image, je suis en fait d'une timidité maladive, j'ai les valeurs d'une fille de campagne ». Elle disait encore « J'aurais échangé ma carrière contre un mariage long et durable ». Ava Gardner, décédée aujourd'hui des suites d'une pneumonie, elle avait 67 ans. J'ai dit star tout à l'heure, Henri. Le mot star est évidemment galvaudé aujourd'hui, mais en quoi Ava Gardner était-elle une star différente des autres? Mais vous avez quand même raison de l'utiliser, Paul, parce que c'est une des plus grandes stars et c'est un mot qui veut dire quelque chose dans le cas d'Ava Gardner. D'abord parce que dès qu'elle apparaissait sur l'écran, on était fasciné. C'est ça qui est extraordinaire. Elle pouvait ne rien dire, il suffisait de la voir. Et alors, de très grands cinéastes l'ont compris. D'abord, Siodmak, en 49, si vous voulez, elle avait l'air d'une femme fatale avant même qu'on dise moteur. C'est ça qui comptait beaucoup. Mais alors, certains cinéastes hollywoodiens ne se sont pas rendus tout à fait compte. Ils essayaient de la faire glisser à l'intérieur d'un film pour servir l'histoire. Et puis, il y a eu des exceptions fabuleuses. Il y a eu Pandora, il y a eu La Comtesse aux pieds nus. Alors justement, on vient d'entendre Dominique Poncet parler de ce côté, si vous voulez, du rêve de toute femme. Les femmes qui écoutent ce journal le comprennent. Elles veulent être heureuses. Elles veulent être évidemment à l'aise, riche, peut-être célèbre. D'abord, une femme veut être heureuse. Ava Gardner ne l'a pas été. Alors précisément tout à l'heure, on parlait avant même ce journal et vous m'avez dit « Oh, elle avait une vie tumultueuse ». Alors, quelle était la nature de ce tumulte? Eh bien, d'abord, dans son métier, si vous voulez, elle inspirait au cinéaste son propre personnage. Par exemple, dans La Comtesse aux pieds nus, cette star avait des caprices de petite fille et d'enfant. Mais ce n'étaient pas des vrais caprices. En réalité, cette femme était vulnérable et elle ne voulait qu'une chose, c'est être brillante dans son métier et un peu heureuse comme tout le monde. Merci Henri. Une nouvelle qui va faire plaisir aux cinéphiles qui n'ont que 16 ans. Garçons ou filles qui sont impatients d'aller voir des films qui leur sont interdits. Je viens de l'apprendre à l'instant. Réforme de la censure au cinéma. Abaissement de 18 à 16 ans de l'interdiction de certains films aux mineurs. Décision prise par Jacques Lang. Ce journal est terminé. À 22h15, Marc Hautement vous présentera Soir 3. Demain, la journée info sur la 3 commencera exactement à midi avec Anne de Kounenhoff, puis ensuite avec Catherine Matoche. Michel Thoré tout à l'heure pour la météo. Bonsoir, à demain.